Bonjour à tous et bienvenue pour ce 6h30. Un conseil des ministres s'est tenu hier. Il a planché sur les examens à grand tirage qui démarreront dès la semaine prochaine. Le gouvernement a arrêté de nombreuses dispositions en vue d'une meilleure tenue de ces examens. Autre point abordé, le prix du kilogramme de coton pour la prochaine campagne. Il s'établit à 265 francs CFA. À force de travail, ils auront certainement des carrières tout aussi brillantes que celle de Michel Candesus. Partis de rien, ils sont aujourd'hui cadres dans les institutions financières internationales. Eux, ce sont des jeunes Ivoiriens qui se positionnent de plus en plus à la Banque mondiale ou au Fonds monétaire international. Comment se sont-ils retrouvés dans ces institutions de Bretton Woods? Des réponses avec Michel Digré qui nous propose ce dossier que je vous invite à suivre. Je viens d'une famille assez modeste. Voilà, moi je suis né et grandi au village, donc ça n'a pas été tout donné. On s'est dit automatiquement, ils sont des enfants de grands types, ils ont des relations par-ci, par-là. Je ne vais pas aller sur cette lancée-là parce que moi j'ai commencé à l'école primaire publique, Sojifia 6, terminus 40. J'ai fait l'école primaire dans un village, à Sikansi, et me retrouver à la suite à Harvard et par la suite rentrer au Fonds monétaire. C'est un long parcours. Un long parcours pour Gomez, Vincent et Emmanuel. Ils écrivent aujourd'hui une autre page de leur histoire dans les institutions de Bretton Woods à Washington. Cadre au Fonds monétaire international ou à la Banque mondiale, pour eux, le rêve américain est devenu une réalité. Il faut avoir la vision ou bien le rêve. La deuxième chose, il faut avoir la stratégie. Comment tu fais pour y arriver? Quand je suis venu à Washington DC, je passais devant ces deux institutions-là et je rêvais à ça chaque jour. Pas que je dormais, mais rêver debout, ça dit quoi? Ça dit que je me dis, hey, un jour je pourrais rentrer par là. Et quand je suis rentré, c'était extraordinaire. Pour dire que rien n'est impossible. Oui, Vincent. Yeah, bonjour. Bonjour. Voilà, je suis en train de travailler sur les données là. Vincent est gestionnaire de données au département de statistique au FMI depuis 2016. Mais pour intégrer ces institutions financières, Vincent et ses amis ont dû glaner d'autres diplômes après leur cursus universitaire en Côte d'Ivoire. J'ai commencé le master en statistique en 2010. Et ça m'a permis aussi d'être recruté en tant que graduate fellow. Et il faut rappeler que nous étions deux dans notre université. Je me disais qu'il fallait forcément que je parte faire des formations à l'international. Je me souviens que cette année-là, j'ai eu 4 bourses. Donc je suis allé au Japon, c'était une très belle expérience. Chaque système a ce qu'on appelle le profil moyen. Donc, lorsque vous voulez intégrer un système, il faut juste comprendre ou connaître les caractéristiques du profil moyen. Et le profil moyen dans les institutions de Bretton Woods, c'est généralement des gens qui ont fait soit un doctorat ou soit des masters de 3e cycle dans des universités plus ou moins prestigieuses. Charles Kwame est aux États-Unis depuis plus d'une quinzaine d'années. Après l'université de Cocody, il entre à l'université de Georgetown, puis celle de Stanford. Il fait ses premières armes dans les finances internationales au FMI pendant 8 ans. Charles a rejoint la Banque mondiale en 2016, une somme d'expérience qu'il voudrait partager avec d'autres Ivoiriens. On essaie de se mettre ensemble tous. Lorsque nous savons qu'il y a quelqu'un, un jeune frère ivoirien ou une jeune sœur qui essaie d'entrer à la Banque mondiale ou au FMI, on essaie d'activer tout ce qu'on peut activer pour permettre à cette personne d'avoir toutes les informations possibles pour pouvoir se préparer aux examens, aux tests et tout ça avant d'entrer. Ceux qui sont économistes essaient de préparer les étudiants, essaient de voir comment est-ce qu'ils peuvent les aider à pouvoir répondre aux questions. Parce qu'il y a des questions, lorsque vous n'êtes pas habitué, c'est vraiment difficile d'y répondre. Donc ils essaient de les préparer et surtout que notre langue première, ce n'est pas l'anglais. Donc il y a des tournures qui sont assez difficiles, mais les gens essaient de les préparer. Au niveau des mathématiciens, des statisticiens, c'est un peu plus votre renommée, un peu qui joue pour vous. Quand je dis renommée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui a, au niveau des statisticiens, quelqu'un qui a l'NCA a une bonne renommée parce que les gens de l'NCA sont rentrés ici à la banque, ils ont une bonne réputation. L'INPHB a aussi une bonne réputation. L'une des clés
Pour entrer dans les institutions financières de Bretton Woods, c'est la course à l'information. La Banque mondiale a des programmes qui consistent à recruter des Africains pour venir faire un programme de stage ou de fellowship pendant 1 an ou 6 mois à l'intérieur de ces institutions-là. Il faut être régulièrement à l'affût de l'information. Et dans un contexte aujourd'hui où les nouvelles technologies se sont rapidement développées, l'information est quasiment gratuite. Il suffit de se rendre sur les sites internet appropriés pour avoir ces informations. Pour Lydie Touré, consultante au FMI, il ne faut pas baisser les bras, même si les premières tentatives d'insertion sont infructueuses. Je me disais que c'était vraiment difficile d'y accéder, vu que j'avais essayé d'appliquer plusieurs fois, et même à d'autres grandes institutions internationales, j'avais essayé d'appliquer et je n'avais pas vraiment eu accès, ce n'était pas accessible. Donc, par moments, je sentais un peu le découragement, mais je me disais que non, c'est où je veux aller, c'est où je veux travailler. Et donc, je vais juste persévérer, je vais continuer à essayer, ne pas me décourager. Nama Ouattara a également réussi à intégrer les institutions de Bretton Woods pendant quelques années. Aujourd'hui, elle est enseignante au département économie à l'université George Washington. L'expérience que j'ai eue au sein du FMI et de la Banque mondiale me permet d'apporter des éléments beaucoup plus concrets aux étudiants dans la mesure où j'enseigne l'économie du développement. Donc il est important qu'à la théorie, je puisse associer aussi la pratique. Dans la salle, une autre Ivoirienne qui envisage marcher sur les pas de ses aînés. Je me dis que si je veux vraiment pouvoir impacter de manière durable ma communauté, ce serait bien de pouvoir travailler avec ces organisations qui ont un poids énorme en Afrique. La leçon principale que je retiens, c'est que par notre abnégation au travail, nous pouvons ouvrir toutes les portes. Partir de rien et ouvrir toutes les portes avec un rêve et une stratégie de travail, une recette qui pourrait inspirer plus d'un et susciter des vocations au sein des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Retour au pays, nommé en avril 2018 dernier, les 19 membres du comité de suivi de la réforme fiscale ont été installés hier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ce comité, composé d'experts en fiscalité issus de l'administration publique et du secteur privé, vont examiner les propositions contenues dans le rapport de la Commission de la réforme fiscale de 2014. Cette réforme vise à améliorer les différents points de l'annexe fiscale par consensus. On en parle avec Francis Poifou. Le gouvernement et le secteur privé veulent mutualiser leurs forces pour trouver des solutions aux préoccupations fiscales en tenant compte des contraintes respectives. L'installation du comité de suivi de la réforme fiscale en est la preuve. Nous souhaitons que notre pays ait davantage de ressources fiscales pour mettre en œuvre une politique de développement social des plus hardis. Maintenant, effectivement, le Premier ministre l'a également bien indiqué, un taux de pression fiscale plus important ne veut pas dire une fiscalité plus lourde pour les entreprises. Peut-être qu'une fiscalité plus légère peut, dans une certaine mesure, permettre d'élargir l'assiette. Le secrétaire général chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, assure la présidence de ce comité composé de 19 membres. Ils sont invités notamment à examiner, en vue de les adapter aux évolutions récentes de la situation économique, les propositions de mesures contenues dans le rapport de la Commission de réforme fiscale, à proposer les modalités de mise en œuvre des dites mesures et d'en assurer donc le suivi, examiner la conformité des recommandations de la Commission de réforme fiscale avec les orientations du gouvernement et préparer les actes de réforme. Le Premier ministre demande aux membres du comité d'accélérer les travaux dans un contexte de préparation de l'année fiscale 2019. La finalité recherchée dans la mise en œuvre des réformes fiscales est de permettre à l'État d'avoir un système fiscal simplifié, prévisible
et qui contribue à améliorer le taux de pression fiscale tout en favorisant le développement du secteur privé. Cet objectif deviendra une réalité si nous arrivons à optimiser les niches d'approfondissement existantes, à élargir la base d'imposition, à réduire les possibilités de fraude et à créer les conditions d'un développement de long terme de notre économie dont le potentiel reste unanimement reconnu. Le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, salue le dialogue franc instauré entre l'État et le secteur privé, permettant à la Côte d'Ivoire de se développer. Un mot d'environnement, le Comité national de télédétection et d'information géographique a lancé hier la 4e édition du Salon international de la géomatique. Plus de 300 experts nationaux et internationaux seront sur les bords de la lagune Ébrié du 27 au 29 novembre prochain. Thème retenu, les outils de résilience face au changement climatique. La rencontre sera l'occasion de valoriser les outils et technologies adaptés aux réalités de lutte contre les changements climatiques. Hors de nos frontières, 2 Suisses de 23 et 26 ans et une Italienne comparaissent à partir d'aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Gap pour avoir facilité ou tenté de faciliter l'entrée irrégulière en France de migrants. C'était lors d'une marche de soutien aux réfugiés organisée le 23 avril dernier au col de Montgenèvre dans les Alpes françaises. Les autorités ukrainiennes avaient annoncé sa mort mardi dernier. Le journaliste russe critique du Kremlin, Arkady Babchenko, est en réalité vivant. Apparu devant la presse hier à Kiev, l'Ukraine explique avoir mis en scène un meurtre pour déjouer un assassinat commandité par la Russie et avoir arrêté un homme accusé de préparer l'assassinat du journaliste russe. Ainsi prend fin ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.